Marie-Rose est une figure bien connue des militants et militantes pro-Palestine à Bruxelles. Elle est de toutes les manifestations pour Gaza et ne manque pas une seule conférence sur la Palestine, malgré le fait qu'elle soit aujourd'hui pratiquement aveugle. Il faut dire que le génocide des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza la touche particulièrement, puisque c'est la deuxième fois de son existence qu'elle assiste quasiment en direct à un génocide. En effet, Marie-Rose est âgée de 94 ans, 94 ans pour nos amis français, et durant sa jeunesse, comme l'immense majorité des Européens et des Européennes, elle était favorable à la création de l'État d'Israël. Il lui aura fallu des années pour prendre conscience de l'immense injustice qu'a pu constituer la création de cet État pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Depuis, elle est devenue une militante pro-Palestine chevronnée. Comme j'avais vu les rescapés de la Shoah revenir en 44-45, après la libération, et l'état dans lequel ils revenaient, c'était épouvantable. On ne peut pas comprendre comment des êtres humains peuvent être, j'allais dire déglingués, mais c'est pire que déglingués. C'était vraiment des squelettes ambulants. On devait les soutenir pour les aider à marcher. Et leur regard était vide. Le regard était vide dans un visage vraiment squelettique. C'était épouvantable à voir, quoi. Et je me disais enfin, bon, ben, ces gens-là vont pouvoir avoir un pays à eux, ils seront tranquilles, ce sera bien. Il m'a fallu tout un temps pour voir qu'il n'en était rien. Et déjà à ce moment-là, il y avait des juifs qui n'étaient pas d'accord avec cette idée d'État d'Israël, qui ne voyaient pas cela comme quelque chose de positif. Mais mon amie, ma meilleure amie était juive. Et quand Ben Gourion a proclamé la naissance de l'État d'Israël, évidemment, je suis allée la voir et j'en ai parlé avec son père. J'avais 14 ans à l'époque. Et son père m'a dit, cet État, c'est une très mauvaise idée et nous allons la payer très cher. Et je pense encore à ce qu'il a dit. Maintenant, je dis, mais vraiment, là, il avait raison, Ça a été quoi l'événement déclencheur pour vous qui a suscité votre intérêt, votre engagement pour la Palestine? Il y a eu un livre qui m'est... Il m'est presque tombé dans les mains. J'étais dans une librairie et c'était un livre qui avait été écrit par une reporter française qui avait couvert d'abord la guerre d'Algérie et ensuite elle avait couvert la guerre des 6 jours en Cisjordanie. Et elle raconte ce qu'elle a vu. Et là, tout ce que toute cette propagande-là qui s'était accumulée en moi, enfin dans ma tête, ça s'est brisé là. Ça s'est brisé. Je me suis dit non, il faut absolument que je m'y intéresse et il faut absolument que je vois exactement, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et j'ai rencontré effectivement un Palestinien dans un train, tout à fait par hasard, qui m'a guidée vers la GUPS. J'étais en Italie. La GUPS. La GUPS, General Union of Palestinian Students. Et il m'a donné une adresse, donc l'adresse de la personne qui s'occupait particulièrement de la GUPS, c'était un Palestinien. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le groupe, quoi. Alors quand j'étais en Italie, j'ai travaillé avec eux on faisait des articles, ils avaient un journal, et je distribuais le journal sur le Corso Vanucci. Puis ces Palestiniens m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir ce qui se passe là-bas, au lieu de rester ici? Et je me suis dit, oui, j'aimerais bien, mais comment? Alors ils m'ont dit, bon, on peut t'introduire tout près de
tout près de quelqu'un que nous connaissons. Ils m'ont donné une adresse à Beyrouth. C'était l'université arabe. Je leur ai dit que oui, que j'étais d'accord d'y aller, évidemment. Et ils m'ont fixé un rendez-vous avec un fédaïn du FDP-LP qui était très proche de Naïef Awatmé. Et je suis partie à Beyrouth par la route. Et quand je suis arrivée à l'université arabe, c'était justement le 1er mai, et il m'a fait visiter le camp de Tel El-Zatar. C'était la première fois que je voyais des fédaïnes. Enfin bon, je n'avais jamais vu, enfin bon, j'avais vu des photos, mais je n'avais jamais vu. Il y en avait sur tous les toits, ils étaient aux aguets, ils étaient tous armés. Et j'ai dit, pourquoi vous êtes tous armés comme ça? Alors il dit, mais parce que nous avons régulièrement des gens du Mossad ou même de Tzal qui viennent déguisés en fédaïne et qui parlent parfaitement l'arabe et qui viennent faire des coups ici dans la zone des camps. Dernièrement, il y a un groupe nous pensions que c'était des fédaïnes, ils sont venus faire sauter le quartier général du FDP-LP. Ils ont tué 3 leaders palestiniens du Fatah à Ras Beyrouth et il y a eu d'autres coups comme ça. Alors nous sommes tout le temps aux aguets. Et le lendemain, je devais revoir Michel, il s'appelait Michel, le fédaïne. Et j'ai pris un taxi. Mon hôtel se trouvait dans Ras Beyrouth, donc c'était un petit hôtel sur la place des Martyrs. Et j'ai pris un taxi pour aller jusqu'à l'université arabe. Et quand nous nous sommes approchés de l'université arabe, j'ai entendu que ça tirait de partout. Il y avait des coups de feu. Le chauffeur de taxi m'a dit qu'il n'allait pas plus loin. J'ai dit, bon, ben alors, je l'ai payé, je suis descendue. Il a eu l'air tout étonné que je descende. Et je suis descendue et ça continue à tirer de partout. Et je suis arrivée en face de l'université arabe. Il y a quelqu'un qui m'a attrapée, vraiment qui m'a attrapée par les épaules, qui m'a dit rentrer, qui m'a demandé si j'étais folle. J'ai dit, mais ce ne sont pas des exercices. Il dit, non, ce n'est pas des exercices. L'armée libanaise est en train de nous assiéger parce que, enfin bon, il m'explique que l'armée libanaise voulait entrer dans les camps pour les désarmer. Et comme ils ne voulaient pas, ils avaient déjà eu la blague en Jordanie, ils ne voulaient pas avoir la même blague au Liban parce qu'il y avait eu des accords au Caire comme quoi au Liban on les laisserait armés dans les camps. Vous avez encore été en Cisjordanie? Je n'y suis plus retournée. Ah oui, j'ai été en Cisjordanie, mais je n'ai pas visité de camp en Cisjordanie. Il ne s'est rien passé de spécial, sauf que, je vais vous le raconter, vous l'enlevez si vous ne voulez pas, mais si vous ne le voulez pas. À un moment donné, j'étais dans un taxi, et dans un taxi qu'on prend en commun. Et un vieux monsieur en kéfier est monté avec une petite fille. Et la petite fille pleurait. J'ai demandé il ne parlait que l'arabe. Et j'ai demandé au chauffeur, la petite fille est malade. Il me dit non, non, elle n'est pas malade. Ils ont fait un grand chemin et la petite fille a faim, elle a hâte de rentrer chez elle. Et comme j'avais acheté des biscuits à Jérusalem la veille, un paquet, j'ai voulu lui donner le paquet. Et le paquet, le monsieur n'a pas voulu le prendre. Il n'a pas voulu que la petite fille le prenne. Il a dit, enfin, il lui a dit, et la petite fille m'a regardé, je voyais qu'elle avait envie de le prendre, mais elle ne l'a pas pris. Et là, j'ai eu une impression bizarre, et ça m'a rappelé, quand j'étais petite, donc pendant la guerre, mon père, j'étais dans un bistrot avec mon père, et il y a un soldat allemand qui est entré, et qui m'a tendu un chocolat, et mon père m'a dit, je te défends de le prendre. Et j'ai pas pris le chocolat, j'en avais envie parce qu'on n'avait plus de chocolat à l'époque. Et bien à ce moment-là, j'avais l'impression d'être le soldat allemand. Vous étiez assimilée à une Israélienne, donc à l'occupation.
oui. Et ça m'a fait mal. Et je ne suis pas restée. Je suis, voilà. Je suis repartie à Jérusalem. D'ailleurs, bon, en plus, je suis revenue. Je ne garde pas un souvenir extraordinaire de ce voyage. Je préfère ne pas en parler parce que je n'ai pas bon souvenir. Je n'ai pas bon souvenir de ce voyage. J'ai fait des photos j'ai fait des photos qu'on ne m'a même pas laissé repartir avec les photos. J'ai eu des problèmes quand je suis repartie à l'aéroport. Enfin bref, non. Pourquoi on n'a pas accepté que vous repartiez avec vos photos? Parce que j'avais pris des photos de maisons palestiniennes qui devaient être abattues. Et il y avait il était écrit en hébreu, moi je ne comprends pas l'hébreu, mais j'avais demandé à mon amie, qui elle connaissait l'hébreu, qu'elle me lise ce qui était marqué. Donc c'était tous des groupes de maisons palestiniennes qu'on allait abattre, quoi. Il y avait aussi, j'avais aussi pris une photo d'une mosquée envahie par les herbes sauvages, enfin, toutes ces, toutes ces choses qui parlaient de la Palestine devaient être supprimées. Et j'avais fait pas mal de photos là-dessus. Et je n'ai pas pu revenir avec. Alors, comme les Palestiniens m'avaient demandé, quand je suis partie, je leur avais demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je peux faire pour vous là-bas. Ils m'ont dit, parlez de nous. J'ai essayé de parler d'eux, mais c'était pas toujours facile. Surtout quand je parlais de la Nakba à l'école. Là, les gens me disaient, mais non, écoute, même les gens qui étaient pour, pour, euh, pour promouvoir l'histoire de la Palestine, la culture palestinienne, etc., trouvaient que la Nakba à l'école, ça c'était une chose qu'il ne fallait pas y toucher, quoi, que ça ne valait pas la peine. Et récemment, il y a une dizaine de mois, je me suis dit, non, il faut essayer. Je trouve que c'est essentiel parce que, bon, on parle de la Shoah, il y a des témoins, donc des témoins de la Shoah, donc soit des rescapés ou des enfants de rescapés qui viennent parler dans les écoles, etc. Mais ces enfants, ces ados, parce que ce sont plutôt des ados, ces ados ne connaissent rien de ce qui s'est passé. La Nakba, pour eux, combien de fois j'ai demandé, vous connaissez, à des ados, ici dans mon quartier, la Nakba, vous connaissez? Ah non, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai dit, bon, mais vous savez pourquoi la Palestine, qui était avant arabe, est devenue... Ah oui, oui, les Israéliens ont acheté les terres. Ça, c'est ce qu'on répond. Donc, ils ont acheté la Palestine, et puis, bon, les Palestiniens sont partis parce qu'ils avaient vendu leurs terres. Ça, c'est ce qui court. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, probablement sur Internet, mais je me dis, il faut absolument qu'on leur enseigne exactement ce qui s'est passé. Et, tout à fait. Et alors, moi, je voulais aussi vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait à vous qui avez été le témoin du grand génocide du XXe siècle, en tout cas le grand génocide en Europe, et là, en fait, vous êtes le témoin indirect d'un nouveau génocide. Qu'est-ce que ça vous fait, cette répétition? Et qu'est-ce que ça vous fait aussi de voir le peu d'impact que ça a finalement dans nos médias? Ça me révolte. Vraiment, ça me révolte. C'est le premier génocide, enfin, c'est pas le premier génocide, il y en a peut-être eu d'autres dans l'histoire, mais le génocide du XXe siècle, nous savions que les Juifs étaient arrêtés, qu'on les emmenait dans des camps, que ces camps-là, bon, c'était pas les mêmes camps que pour les autres, c'était des camps beaucoup plus durs, un peu comme on décrit les goulags maintenant. Donc, personne n'avait envie d'aller dans ce genre de camp. Mais on croyait... Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'avait pas idée
que c'était des camps de concentration avec des chambres à gaz. Ah et non, du non, meurtre non, de masse. mais non, non, ça on l'a su à partir du moment où les soviets ont libéré Auschwitz. À ce moment-là, on a commencé à voir dans les actualités cinématographiques, à ce moment-là, on n'avait pas la télévision, ce qui s'était passé dans ces camps-là. Mais on n'en revenait pas. Et puis quand on les a vus revenir aussi, dans quel état, ceux qui en ont échappé, dans quel état ils étaient. Oh non, pas du tout, on ne se rendait vraiment pas, on ne savait pas. Et là maintenant, on est au courant avec Gaza. Et maintenant, on est au courant avec Gaza. Pour le moment, on est en train d'assister à ce génocide et on ne fait rien. Enfin, si, on fait des manifestations, oui, on fait des manifestations. Vous vous sentez comment, vous? Mal. Ça vous touche? Beaucoup. On devrait être beaucoup plus nombreux dans la rue et nos gouvernements ne font rien. Et ça nous rend complices. Je sais pas. Si, parce qu'on devrait bouger encore beaucoup plus, je trouve. On devrait empêcher les armes de partir par là. On devrait envahir les ports, envahir les champs d'aviation, qu'aucune arme ne part par là. Enfin, il est vrai la plupart des armes viennent d'Amérique, mais il y a les Européens aussi en envoient. On devrait... Je pense à la guerre d'Espagne. À la guerre d'Espagne, il y a eu beaucoup de volontaires qui sont partis pour aider les Espagnols. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des volontaires qui partent. Mais finalement les Palestiniens, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Les Palestiniens, ils ne demandent pas qu'on aille se battre à leur place, c'est vrai. Les Palestiniens veulent tout simplement qu'on les soutienne et qu'on fasse tout ce qu'on peut pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'ils ne soient pas oubliés, pour qu'on sache qu'ils existent et qu'on sache qui ils sont aussi. Parce qu'on ne sait pas qui sont les Palestiniens, on ne les connaît pas. Il faudrait, là maintenant, qu'il y a des réfugiés, on devrait aussi envoyer les réfugiés dans les écoles pour qu'ils puissent parler. Toutes nos excuses pour les soucis liés au son. On fera mieux la prochaine fois, mais pour qu'il y ait une prochaine fois, pour qu'on puisse continuer à vous fournir des témoignages et des informations en lien avec la Palestine, que vous ne trouverez pas dans les grands médias, on a besoin de votre soutien. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez nous faire un don.